Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h15, le petit déjeuner de la présidentielle. Ce matin, c'est Olivier Dussopt, ministre délégué en charge des comptes publics. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. J-5 avant le deuxième tour, J-1 avant le débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Qui a le plus à perdre finalement dans ce débat demain? Le président qui est en tête dans les sondages? Les Français. Les Français parce qu'il y a deux projets politiques pour ce second tour, et c'est le propre d'un second tour. Au premier, on choisit, on donne son sentiment, sa sensibilité, son orientation. Et au second, on fait un choix entre deux projets qui sont radicalement différents. Et il y a un projet qui parle d'avenir, il y a un projet qui s'attaque aux difficultés de la société, puis un autre qui regarde dans le rétroviseur et qui vise à ce que la France soit plutôt dans l'orbite de Vladimir Poutine plutôt que dans l'orbite des démocraties. Oh bah c'est un peu facile, donc, ça, non? Non, c'est pas une aussi facilité. Devant. Non, bah si. Ce n'est pas une facilité, il suffit de regarder les amis, les accords, les financements. Oui, mais alors, on peut vous répondre aussi que finalement c'est la France aux mains aussi de l'Europe, ce que disent certains, quoi. Vous savez, l'Europe, on était très content qu'elle soit là pendant la crise du Covid, très content qu'elle nous permette un plan de relance à 100 milliards, très content qu'elle nous permette de faire face aux mesures d'urgence comme nous l'avons fait. Nous sommes bien aux mains de l'Europe, quoi. Nous ne sommes pas aux mains de l'Europe, nous sommes avec l'Europe. Vous venez de le dire. Nous sommes avec l'Europe. Nous sommes avec l'Europe, et la France sans l'Europe, ça n'est pas vraiment la France. L'Europe sans la France, ça n'est pas vraiment l'Europe non plus. Oui, Olivier Dussopt, est-ce que ça peut se jouer, ce débat demain, sur les chiffres, comme ça avait été le cas il y a 5 ans? Je ne sais pas si vous en souvenez précisément, mais et notamment sur le financement des programmes. Oui, ça fait partie des éléments qui sont importants. Le financement du programme d'Emmanuel Macron est garanti. Ah bah non, il manquerait encore une quinzaine de milliards. Il est garanti, pour y avoir beaucoup travaillé, je peux vous assurer qu'il est garanti. Bah alors vous allez chercher tout l'argent. Il est financé à la fois par la croissance, c'est notre stratégie depuis le début. Oui, alors la croissance, vous ne maîtrisez pas totalement. Jusqu'à présent, on a plutôt montré qu'on savait la pousser, figurez-vous. Donc, en dépensant de l'argent public, c'est ce que disent les uns les autres. Le bilan plaide pour nous, et je vous rappelle qu'avant la crise du Covid, nous avions rétabli à la fois les comptes publics et la croissance par une politique d'investissement et une politique de compétitivité. Pas seulement la politique. L'Allemagne ne l'a pas fait, n'a pas la même croissance parce que l'Allemagne n'a pas dépensé autant d'argent public, quoi. Pardon, mais Olivier Dussopt, c'est vrai. Non, c'est faux. Avant la crise du Covid, quand je parle de politique d'investissement, c'est la politique de compétitivité, c'est la politique qui a fait que notre pays est devenu le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. C'est cette politique qui a permis de créer 1 200 000 emplois. Vous me dites, est-ce que le débat va se jouer sur les chiffres? Oui. Je dis oui, parce que le programme d'Emmanuel Macron est financé, celui de Marine Le Pen ne l'est pas. Bon, je prends un exemple. Quand même, beaucoup de spécialistes disent qu'il manque quand même de l'argent dans le financement des près de 50 milliards. Il manque une quinzaine de milliards. Vous avez les spécialistes que vous voulez. Non, ils sont complètement indépendants. Et je vous donne l'estimation du ministère des Comptes publics et de mon ministère, de mon équipe et de moi-même. Et ce plan est financé, ce n'est pas le cas de celui de Marine Le Pen. Je prends un exemple. Elle veut nationaliser les autoroutes. Tout le monde s'accorde à dire que ça coûtera entre 45 et 60 milliards en fonction des procédures. Elle met 6 milliards. C'est se moquer du monde. Elle explique qu'elle il n'est pas sérieux, le programme de Marine Le Pen, c'est ce que vous dites. Ça va au-delà. Elle explique, par exemple, il suffit de regarder les documents qui sont joints à son programme. Je m'appuie sur ses propres documents. Elle explique qu'elle veut baisser le budget du ministère de l'Intérieur de 2 milliards d'euros. Ça représente 35 000 postes de policiers. C'est peut-être ça son choix. C'est comme ça qu'elle veut garantir la sécurité des Français, en supprimant 35 000 postes de policiers. 2 milliards d'euros, c'est 35 000 postes. Nous avons créé 10 000 postes et nous allons continuer. On va aller chercher de l'argent là où il est, dans les fraudes, par exemple, fiscales qui existent. Ça ne fera jamais 50 milliards. Nous avons battu en 2020. Vous aussi, d'ailleurs. Vous allez chercher de l'argent là. Sauf qu'on ne donne pas les mêmes chiffres. Nous avons battu le record de la lutte contre la fraude et de l'encaissement de pénalités en atteignant 11 milliards d'euros par an. Ça n'est pas les dizaines de milliards d'euros qu'elle prétend trouver de cette manière-là. Bon, donc vous dites que le programme d'Emmanuel Macron est finançable en tout cas. Il est financé, finançable et il est crédible. Bon, oui, c'est pas tout à fait ce que disent tous les experts, mais quand même. Parce que l'endettement de la France a quand même augmenté. Vous avez devant vous le Parisien, vous avez les Échos, vous avez le Figaro. J'ai tout lu. Chacun de ces journaux, parce que je les ai lus aussi, explique que le sérieux budgétaire est avec Emmanuel Macron et que la crédibilité est avec Emmanuel Macron. Je vous invite à relire les articles. Oui, mais quand même, on a un gros problème. Ou est-ce que ce n'est pas un gros problème? Vous qui êtes en charge des comptes publics, l'endettement des Français. Globalement, aujourd'hui, il est environ 40 000 euros par Français, c'est ça? Il a augmenté, il a été multiplié par 2 en 10 ans, en fait. Il est à 112% du PIB. Et nous craignons qu'il soit à 120%. Il faut toujours le rappeler parce que il y a quelques mois, nous étions dans une crise économique et tout le monde s'attendait à des chiffres absolument énormes. 112%, c'est beaucoup, évidemment. C'est moins que ce que nous craignons. Et surtout, nous avons la capacité à faire face. La capacité à faire face à nos engagements. Et donc à rembourser
Français et à honorer les engagements qui sont ceux de la France. Nous avons toujours fait face, nous faisons face. Et on reporte quand même d'année en année depuis maintenant 30 ans l'endettement. Ce n'est pas dû à vous, bien sûr, mais il y a un refinancement depuis les emprunts Giscard. Il y a un refinancement de l'endettement et nous sommes le premier gouvernement entre 2017 et 2020 à avoir diminué le poids de la dette par rapport au PIB. Et notre objectif, nous avons connu la crise, l'endettement s'est alourdi évidemment puisque nous avons aidé les entreprises et les défoncer et que ça coûte. Notre objectif est de stabiliser à nouveau ce poids de la dette et de continuer à le diminuer entre 2025 et 2026. Oui, peut-être que Marine Le Pen pourrait faire la même chose, quoi. Un quoi qu'il en coûte pour un quoi qu'il en coûte pour lancer des réformes. Pas avec le programme qui est le sien. Non. Bon. Sur le pouvoir d'achat, alors chacun y va aussi de ses propositions. Du côté de Marine Le Pen, c'est baisse par exemple de la TVA. On a déjà beaucoup disserté autour de ça. Vous, c'est maintien des boucliers gaz et électricité. Hein, c'est ça, jusqu'à 6 000 € sans charge ni impôt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, vous mélangez deux propositions. Attendez, c'est marqué. Mais c'est résumé. Je ne dis pas que c'est pas marqué. C'est le programme, les 10 raisons de choisir le projet d'Emmanuel Macron. Je mélange pas, c'est vous qui mélangez. Vous mélangez deux propositions, mais je vais vous expliquer les deux. Mais elles sont bien là. Je suis plutôt d'humeur généreuse ce matin, donc je vais vous expliquer les deux. Oui. La première, c'est protéger les Français de l'augmentation du prix de l'énergie. C'est ce que nous faisons depuis le mois d'octobre avec le bouclier tarifaire. Cela coûte en 2022 l'indemnité inflation, le plafonnement du prix du gaz, le plafonnement du prix de l'électricité, la remise à la pompe. Cela coûte entre 26 et 28 milliards d'euros et ça a permis d'éviter aux Français une multiplication par 1,5 de leur facture d'électricité au mois de mars. Il y a une deuxième. C'est vrai, ceux qui d'ailleurs n'ont pas bénéficié de ce bouclier parce que ça n'a pas été mis en place suffisamment tôt avec des entreprises qui avaient une délégation ont vu leur facture flamber. On a eu beaucoup de témoignages sur et dans le cadre du plan de résilience que nous avons mis en œuvre pour faire face à la crise en Ukraine, nous aidons les entreprises les plus consommatrices d'énergie, c'est 3 milliards d'euros. C'est là aussi beaucoup d'argent. Et il y a une deuxième proposition que vous avez mélangée avec la première, qui est l'idée d'une prime de pouvoir d'achat allant jusqu'à 6 000 €. Nous l'avons déjà fait. Nous l'avons fait depuis 3 ans, c'est ce qu'on appelle parfois la prime Macron, 2 000 € maximum par an, 1 000 € à la discrétion et sur la décision de l'employeur et 1 000 € de plus possible s'il y a un accord d'intéressement ou de participation. Nous souhaitons pouvoir monter le plafond de cette prime pour le pouvoir d'achat jusqu'à 6 000 €. 3 000 décidés par l'entreprise, quand les entreprises peuvent le faire. Elles partagent des bénéfices avec leurs salariés exonérés d'impôts et de cotisations, et 3 000 de plus pour arriver à 6 000 de plafond, à condition qu'il y ait un accord d'intéressement ou de participation, parce que nous considérons que dans les temps que nous connaissons et dans les temps qui viennent, c'est extrêmement important que les salariés puissent être associés à la réussite des entreprises. Lorsqu'une entreprise dégage des profits, lorsqu'elle verse des dividendes, lorsqu'elle est bénéficiaire, partagée. Le bénéfice de l'entreprise est important. Ça peut passer par des accords d'intéressement et de participation. C'est la meilleure des choses. Et d'ailleurs, depuis pour 2020, les plus petites entreprises, c'est plus délicat. J'y viens. Oui. Depuis 2020, nous avons véritablement simplifié les accords de participation et d'intéressement. Nous avons supprimé ce qu'on appelait le forfait social qui pénalisait les entreprises voulant partager le bénéfice. Pour les toutes petites entreprises, nous avons même créé des modèles d'accords d'intéressement et de participation extrêmement simplifiés, facile à mettre en œuvre, justement pour permettre dans toutes les tailles d'entreprise qu'il y ait un partage de la richesse produite. C'est aussi une des mesures de cohésion. Lorsque on parle pouvoir d'achat, on peut parler de la prime d'activité que nous avons augmentée, on peut parler d'exonération de cotisation, on parle du niveau du SMIC, mais il faut aussi parler partage de la richesse produite par les entreprises. Le président parle souvent de dividendes salariés. Il dit lorsque les actionnaires perçoivent un dividende, il est juste que les salariés aient aussi un dividende salarié. Ça passe par des accords d'intéressement et de participation. Et ce plafond à 6 000 €, ce nouveau plafond à 6 000 € sera une incitation à aller vers la participation et l'intéressement. Vous l'avez bien expliqué, parce que évidemment, quand on le lit effectivement comme ça, parce que c'est rapide, évidemment, à lire. Ça s'appelle une profession de foi. Non, mais une profession de foi. Et donc, il faut bien expliquer les choses, quoi, évidemment. On est là pour ça. Et vous êtes là pour ça. C'est la politique aussi du chéquier. Il va y avoir le chèque de l'alimentation après le chèque énergie. Nous travaillons effectivement sur un projet de chèque alimentaire pour aider les ménages les plus défavorisés à accéder à l'alimentation. Nous savons que l'alimentation de qualité a un coût et il est normal que les agriculteurs qui la produisent en vivent bien. Nous savons aussi que dans la période que nous connaissons, c'est pas dangereux quand même la politique du chéquier. Il y a une augmentation du prix des matières premières, qu'il y a une augmentation du prix de l'énergie. Il y a aussi une tension inflationniste sur les prix de l'alimentation. Donc nous travaillons sur ces outils-là.
On parle de chéquier pour cibler, flécher de chèque, pardon, pour cibler ou flécher la dépense, et donc l'aide que nous apportons aux ménages. Mais c'est aussi une façon, à la fois de conforter le pouvoir d'achat et de permettre l'accès à des produits de qualité. Oui, le président a choisi de verdir son programme. On l'a vu samedi à Marseille notamment, et puis depuis quelques jours, c'est un clin d'œil évidemment aux écolos et aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Quelles seront les mesures phares ? Deux choses d'abord. Nous, depuis le début du quinquennat, nous avons fait beaucoup pour l'environnement. Nous avons diminué très fortement les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons pris des dispositions. Oui, mais enfin, condamné à 2 reprises aussi pour inactivité. Vous savez que, justement, une question. Oui, inaction climatique. Est-ce que vous savez... 2 condamnations. Mais je sais, bon, c'est pas forcément lié non plus à vous. Est-ce que vous savez sur quelle période porte le jugement ? Oui, il a été bien antérieur, bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est bien de le rappeler. Je sais, mais c'est l'État qui est condamné. C'est bien de le rappeler, parce que c'est bien de le rappeler. Nous, on assume tout, mais quand ça a été fait par les autres, on préfère le rappeler aussi. Donc, nous avons fait beaucoup, et il faut faire plus. Vous me dites, est-ce que c'est un clin d'œil aux écologistes ? C'est un clin d'œil à tous ceux qui sont intéressés par la question de l'environnement. Lorsque vous êtes dans le 2e tour d'une élection présidentielle, d'abord, vous devez rassembler. Et vous ne pouvez pas rassembler sans bouger, sans intégrer dans votre programme des choses intéressantes du programme des autres candidats. Ça fait aussi partie de la démocratie. Et puis par ailleurs, nous sommes dans une période, dans une époque qui fait que l'environnement est un élément qui est incontournable. Je vais vous dire, moi, ma formation politique, mon propre parcours, mon orientation personnelle... Vous venez de la gauche. Oui, je viens de la gauche, mais au-delà de cela... Vous êtes pas des patrons de l'aile gauche de ce gouvernement. Je suis attaché à la production, je suis attaché à la croissance, je suis attaché à l'industrie. Et pendant très longtemps, il faut regarder les choses en face. Les questions environnementales n'étaient pas au cœur de ma réflexion, parce que je n'étais pas spécifiquement formé à cela, que je n'avais jamais eu l'occasion d'y travailler de manière extrêmement pointue. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, que vous ayez cette sensibilité écologique au départ, de manière innée ou pas, cette transition écologique et la protection de l'environnement, ça s'impose à tous, c'est une question de survie. Et donc, faire en sorte d'aller plus vite, faire en sorte de rassembler plus largement autour de cet enjeu, c'est absolument essentiel. Non, mais bien sûr. Mais quelles pourraient être les mesures phares ? Parce que pour l'instant... Vous savez, pour moi, la principale mesure, il y a ce que le président a proposé en termes de pilotage, de spécialité ministérielle, pour faire en sorte que ce soit piloté. Il y a des accords internationaux, qui sont des accords ambitieux, et le premier objectif, c'est de savoir atteindre les objectifs, les critères, de savoir atteindre les buts de ces accords. Oui, notamment l'accord 2015. Mais il faut une forme d'agenda des solutions, dire comment on fait pour atteindre la part d'énergie renouvelable dont nous avons besoin pour assurer cette transition. Comment on fait pour développer l'hydrogène ? Nous avons le choix d'aller vers un maximum d'énergie renouvelable, de sortir de l'énergie fossile et dans l'attente de faire le choix du nucléaire, parce qu'il nous semble que le nucléaire est la meilleure transition possible entre l'énergie fossile et le renouvelable. Marine Le Pen, elle veut démonter les installations d'énergie renouvelable. Elle est revenue un peu dessus. Là, vous avez vu, faut savoir ce qu'elle veut. Bien sûr. Mais elle veut démonter... le président de la République aussi... Elle veut démonter le parc d'énergie renouvelable. Il peut changer de pied. Souvenez-vous, il n'était pas spécialement favorable au nucléaire. Il a changé. Ça coûterait extrêmement cher. Et surtout, si on veut atteindre les objectifs de sortie des énergies carbone et fossiles, le renouvelable est incontournable. Oui, bon, mais il n'y a pas de mesure phare en dehors de ça. Parce que j'ai vu toujours avec cette petite plaquette. J'ai de bonne lecture. Une voiture électrique à louer pour moins de 100 € par mois. C'est une solution que nous envisageons, que nous proposons pour politique permettre... du chéquier encore. Non, ça n'est pas une politique du chéquier. C'est justement permettre à celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique, de pouvoir la louer. Ça coûte cher, une voiture électrique. Ça coûte encore assez cher. Combien une voiture électrique hybride ? Ça dépend du modèle, mais vous êtes très largement au-dessus de 10 000 € même pour une petite voiture. Vous êtes même entre 20 et 80 000 €. Voiture électrique et hybride. 80 000 €, vous allez prendre un très beau modèle. Les Tesla qui se... Mais non, mais je sais bien, mais qui se développent en même temps. Figurez-vous, M. Roger, que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une Tesla. Je le sais, bien sûr. Mais une voiture électrique, c'est quand même plutôt 25 000 à 30 000 € pour une hybride. Il y a des modèles un peu moins chers, mais c'est cher. Et donc, je ne sais pas où vous allez chercher à 10 000 €. Avec un peu de subvention, oui. Mais c'est cher, et donc nous voulons proposer une formule de location, de leasing, accompagnée par la puissance publique pour permettre l'accès de tous aux voitures électriques. Oui, dites-moi une précision, Olivier Dussopt. J'avais cru comprendre que sur la location adulte handicapé, il n'y allait pas avoir l'effet couple qui allait être, j'explique en fait pour les auditeurs. Finalement, Emmanuel Macron dit qu'il va revenir en fait dessus. Tous les minima sociaux et la location adulte handicapé en déteint sont calculés sur la base des revenus du foyer. C'est-à-dire que si vous vivez en couple, c'est les revenus du couple qui sont pris en compte. Nous avons apporté une première modification pour permettre aux personnes en situation de handicap qui vivent en couple d'être mieux accompagnées et ça prend effet
avec la loi de finances pour 2022, cela représente une aide de plus de 120 € par ménage et par mois. Le président de la République a eu l'occasion de dire dans une émission de radio ou de télévision récente qu'il fallait aller plus loin, considérant que la situation de la personne handicapée peut être une forme de dépendance vis-à-vis du conjoint. Et donc, nous allons travailler à cela pour faire en sorte que sur cette aide qu'est l'allocation adulte handicapé, nous puissions apporter des solutions qui soient plus en adéquation avec... Oui, parce qu'on en a beaucoup parlé ici, et donc c'était quand même assez ferme. Dans la même idée, ça avait été retoqué. C'est ce qui nous amène à aller vers ce qu'on appelle la solidarité automatique. Aujourd'hui, lorsque vous avez droit à des minima sociaux, allocation familiale, allocation logement, pardonnez-moi, RSA, autre type d'allocation fondée sur les revenus, beaucoup de gens ne les demandent pas. Nous, ce que nous voulons, puisqu'avec le prélèvement à la source, avec différents outils techniques, nous savons ce que les foyers gagnent tous les mois, nous voulons accorder cette aide automatiquement. Ça a deux mérites. Premier mérite, c'est que ça permet à ceux qui ont droit à l'aide d'en bénéficier effectivement, et donc d'aider ceux qui en ont besoin. Ça aurait pu être fait déjà depuis quelques années. Le deuxième mérite... Attendez. Ça fait 2 ans notamment que c'est en discussion. Je vais compléter. Le deuxième mérite, c'est d'éviter la fraude, puisqu'il n'y a plus de système de déclaration, et donc pas de fraude à la déclaration. Vous dites que ça aurait pu être fait depuis quelques années. Bah oui, non mais c'est vrai. Je me souviens avoir fait plusieurs interviews ici depuis, je crois, 4 ans. C'est le prélèvement à la source qui permet ça. Et le prélèvement à la source, il a un peu plus de 2 ans et tout le monde s'accorde à dire que c'est une bonne réforme, qu'elle fonctionne. C'est vrai. Et donc, c'est un chantier technique qui est un chantier d'ampleur et qu'il ne faut pas précipiter, mais nous allons aller vers cette solidarité automatique pour être sûr que ceux qui ont des droits puissent en bénéficier réellement. Parce que c'est bien de donner des droits par la loi, c'est encore mieux de permettre de les appliquer. Bon, il nous reste 1 minute, Olivier Dussopt. Est-ce que vous condamnez les propos de Mourad Boudjelal, qui a accusé de racisme tous les électeurs de Marine Le Pen ce week-end à Marseille? Je n'ai pas entendu ces propos, j'ai cru voir qu'il démontait. Moi, ce qui m'intéresse... je ne sais pas, il ne peut pas démentir parce qu'il les a tenus, quoi. Il peut s'excuser, peut-être. Il parle de montage. Moi, quand je suis dans une campagne... De montage. Non, attendez, je vais vous faire écouter... Je n'ai pas vu les propos. Quand je suis dans une campagne, ce qui m'intéresse, c'est de convaincre. Et je pense que l'on convainc de 2 manières. À la fois par les propositions que l'on porte et quand on est dans un deuxième tour, par la comparaison qu'on fait entre les 2 projets politiques qui sont portés. L'élection, elle appartient aux électeurs. Et notre rôle de responsable politique, c'est de dire ce que l'on propose et de comparer pour que chacun fasse le meilleur choix. Jean-Luc Mélenchon va s'exprimer aujourd'hui. Pour l'instant, il a dit pas de voix à Marine Le Pen, mais c'est plutôt le vote blanc. Qu'est-ce que vous lui dites, vous qui venez de la gauche? Moi, je pense que quand on ne fait pas la différence entre l'extrême droite et la République, il y a un problème. Et je ne doute pas que chacun fera le bon choix. Là aussi, je le répète, les différents candidats, plusieurs candidats ont appelé à voter pour Emmanuel Macron et je salue leur position. Je les trouve responsables et raisonnables. J'espère que Jean-Luc Mélenchon sera plus explicite. Mais surtout, les élections, elles appartiennent aux électeurs. Que les candidats donnent des en interne, d'ailleurs, à la France Insoumise, en interne, c'est le vote blanc qui ressort. Mais ça va au-delà de ce que vous appelez en interne. C'est vrai. En interne, il y a 200 000 personnes qui ont voté sur un site internet. Et Jean-Luc Mélenchon a obtenu beaucoup plus de voix que 200 000. Et donc, chaque électeur est libre de sa voix. C'est ce qui compte et notre travail, c'est de les convaincre. Il y a toujours une crainte dans le camp d'Emmanuel Macron. Une élection n'est jamais gagnée. Jamais. Par définition. Et l'élection n'est gagnée que lorsque les résultats sont annoncés. Et donc jusqu'au bout nous faisons campagne et jusqu'au bout nous mobilisons. Merci Olivier Dussopt, ministre délégué en charge des comptes publics, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.